C'est bon. Bonjour et bienvenue. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award d'Igines sur le reportage des crises. Merci de votre participation au webinaire que nous organisons ce jeudi. Vous êtes plus d'une centaine de journalistes inscrits à cet événement. C'est la première session de la série de webinaires que nous ferons sur le management des médias. Pourquoi? Parce que c'est un sujet vaste, un sujet important, mais souvent négligé par les journalistes qui, du jour au lendemain, se retrouvent soit rédacteur en chef, soit directeur de publication ou soit patron de presse. Pourquoi c'est un sujet important? Parce que les journalistes travaillent dans des entreprises de presse. Et une entreprise ne peut donc fonctionner sans une direction et sans une gestion. Et dans une entreprise, c'est toute une équipe de personnes qui travaillent et qui a donc besoin d'un manager. Le manager joue un rôle clé, il est indispensable. Il s'assure de la viabilité et de la pérennité du média pour lequel il a la responsabilité. Mais être un bon journaliste ne fait pas de vous forcément un bon manager. Certains médias ont disparu et n'ont pas réussi à prospérer, non pas parce qu'ils n'avaient pas au sein de ces médias de bons journalistes, mais parce qu'il y avait un mauvais management. Le management s'apprend, ce n'est pas une compétence qui est innée. Il s'apprend à travers la formation, il s'apprend à travers l'expérience. Et nous nous réjouissons d'accueillir au cours de ce webinaire un invité qui en a non seulement l'expérience, mais qui est allé plus loin et en écrivant un livre sur le sujet, qui est un livre intitulé Le management des médias en Afrique, les 7 clés pour un succès éditorial et commercial. Bonjour, Monsieur David Yuan, et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Bonjour, chers confrères. C'est un réel plaisir pour moi de partager ma petite expérience de manager d'entreprise et aussi de formateur avec l'ensemble des confrères et l'ensemble de tous ceux qui s'intéressent non seulement au management tout court, au management des médias, mais aussi à l'entrepreneuriat des médias. Voilà. Monsieur Yuan, moi, je dirais plutôt le contraire de ce que vous venez de dire. C'est pas une petite expérience, c'est une vaste expérience. Vous êtes dans ce métier depuis plus de 20 ans déjà, depuis 20 ans. Vous êtes passé par l'agence France Presse, vous êtes enseignant-chercheur à l'école de journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication à Abidjan. Vous êtes également le président directeur général de l'agence de presse privée Alerte Info qui est basée en Côte d'Ivoire et qui a des succursales dans plusieurs pays d'Afrique. Vous êtes aussi et vous avez reçu au cours de votre carrière plusieurs prix et distinctions nationales et internationales, dont le deuxième prix francophone de l'innovation dans les médias en 2016, le premier prix d'excellence des médias en 2019, le premier prix Samba Kone de la meilleure entreprise de presse numérique en Côte d'Ivoire en 2022. Vous allez partager avec les confrères vos expériences, mais aussi les connaissances pour rendre viable et pérenne son entreprise de presse. Mais avant de parler du thème qui nous occupe, je voudrais vous poser une question de savoir, en 2006, lorsque vous lanciez votre média, est-ce que vous savez que vous aurez autant de succès? Saviez-vous lorsque vous lancez votre média en 2006 que vous aurez autant de succès et tous ces prix? Est-ce que c'était écrit quelque part? Vous le saviez d'avance? Je m'attendais à, pour être honnête, à beaucoup plus que ça. On a beaucoup Ah plus bon? échoué. On a beaucoup plus échoué. Quand on regarde 18 ans, en Mais ça, on 18 ne le ans, là sait où nous pas. sommes aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, comme tout entrepreneur, bon, j'avais la vingtaine, j'avais 28 ans quand j'ai lancé Alert Info à l'époque. On est fougueux, on est rêveur, on est enthousiaste. On ne sent pas qu'on part en guerre, on ne sent pas qu'on s'aventure dans une activité où on va prendre beaucoup de coups, où on va beaucoup échouer, en fait. Et donc, 18 ans après, je pense qu'on aurait pu, si on avait échoué moins, on aurait pu être une agence de presse beaucoup plus importante qu'on l'est aujourd'hui. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Le fait déjà d'exister pendant 18 ans, on a failli mourir à plusieurs reprises, hein. Mais ça, on ne le sait pas. On est passé par le creux de la vague, on est passé par ce que j'appelle la vallée de l'ombre de la mort pendant plusieurs, enfin, à deux ou trois reprises. Et on s'en est sorti par la grâce de Dieu. Donc, on ne fera pas la fine bouche.
pour dire on n'est pas heureux et conscient du fait que nous sommes quand même des privilégiés d'avoir un média qui n'a jamais été financé par quelqu'un, d'avoir un média, une entreprise qui a pu ouvrir des succursales dans d'autres pays sur fonds propres, Ouais. d'avoir un média qui ne dépend de personne financièrement et qui a pu se développer grâce à ses ressources propres, en fait, sans prêt bancaire, sans, donc ça, vraiment, on va pas se voir la face, on est très fiers de ça et on pense que dans l'environnement, enfin, l'environnement dans lequel nous sommes, c'est une petite prouesse d'être toujours en vie on va dire, et déjà, on peut savourer cela. Voilà. Vous le savez mieux que moi, Monsieur Yuan, que plusieurs entreprises aussi sont nées, même pas en 2006, mais même après 2020, mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Ils ont Tout à fait. disparu avec leurs responsables. Exactement. 2006 à 2024, ça fait 18 ans. Quels ont été les secrets de votre succès? Vous êtes là bien avant Euh, Mediapart. oui, les secrets, déjà, c'est la vision de l'entrepreneur. Sa vision et le fait de comprendre et de savoir très vite qu'on ne crée pas une entreprise pour mettre des personnes à son service, mais plutôt de se mettre au service d'autres personnes. Et j'ai eu la chance de comprendre cela très tôt, de comprendre que ce ne sont pas mes collaborateurs qui doivent me faire, mais c'est plutôt moi qui dois et qui ai la charge et la responsabilité de les fabriquer, de les faire. Et donc, quand j'ai inversé cette tendance assez vite, euh, j'ai pu aussi commencer à développer cette capacité d'encaissement des coûts. Ah, parce qu'on en reçoit énormément. Quand on est entrepreneur, je ne vous apprends rien, on reçoit énormément de coûts en interne, des coûts aussi en externe. Voilà, et donc, si on veut parler de secret, je pense que c'est la résilience, c'est le fait de ne pas se dire tout de suite que on a créé un média, il faut que des personnes soient à mon service. Non, on a créé une entreprise, c'est nous qui devons être au service des autres. C'est nous qui devons les fabriquer, c'est nous qui devons veiller, comme le management, la définition du management, tout simplement, veiller à ce que ils suivent la vision, qu'ils s'approprient la vision et qu'ils aient des résultats. C'est tout simplement ça, la définition du management. Veiller à ce que la vision que nous avons soit celle de nos collaborateurs et qu'ils puissent se l'approprier et enfin, obtenir des résultats. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'essaie de continuer de faire d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'aurais tant voulu vous poser énormément de questions sur votre agence Alert Info, On en savoir aura vos l'occasion. On, On en aura on en l'occasion. aura l'occasion. Je vous laisse donc continuer avec le thème de cette session, comment rendre viable et pérenne son entreprise de presse. Vous souhaitez partager votre écran, je pense que si vous pouvez le faire. Voilà, Voilà. c'est parfait, ça marche. Ça passe, c'est bon? Oui, ça passe. Pour les participants et les participantes à cette session, certainement que vous aurez des questions. La boîte de chat, elle est ouverte. Vous pouvez entrer vos questions dans la boîte de chat et le formateur, le confrère, vous répondra dans les 15 ou 20 ou 30 dernières minutes, puisqu'il va passer un bon bout de temps avec nous. N'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à les renseigner. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent directement via le groupe privé du forum sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat. Monsieur David Yuan, c'est à vous. Je deviens Merci, aussi, comme les autres participants, cher l'apprenant. Ballon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous cet après-midi, ce matin, ou voilà, peu importe là où vous vous trouvez, selon votre fuseau horaire, euh, autour d'un thème, d'une thématique qui me passionne, et je sais aussi qui vous passionne. C'est comment donc rendre viable et pérenniser une entreprise de médias. Et tout de suite, je veux remercier le réseau international des journalistes donc, qui me fait l'honneur de pouvoir donc m'entretenir avec vous et de partager cette petite expérience. Donc, comme le modérateur l'a dit tout de suite, j'ai préparé un petit PowerPoint, on va passer cela en revue. Et puis, en 30 minutes, 35 minutes maximum, 40 minutes. Et puis après, on aura l'occasion donc d'échanger, pas seulement des questions-réponses, mais aussi, et je l'espère,
des, euh, des éléments de partage d'expérience et tout ça. Donc, avant de commencer, je vais vous partager une citation. J'espère que vous voyez la citation. Elle est extraite de mon livre sur le management des médias. Euh, Au chapitre 3 de ce livre, j'ai écrit donc quelque part qu'il est créer une entreprise équivaut à une déclaration de guerre. Euh, Ça paraît un peu peut-être surréaliste, mais de mon point de vue, créer une entreprise donc équivaut effectivement à une des déclarations de guerre parce que nous sommes euh, dans, dans la même posture qu'un chef des armées. Et je vais vous lire assez rapidement le, la partie, c'est une petite, enfin, c'est une partie introductive du chapitre 3 de mon livre sur le management des médias. Pourquoi je dis que créer une entreprise équivaut à une déclaration de guerre? Alors, je dis, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez l'écran? Nous voyons bien votre écran. L'écran s'affiche parfaitement bien. OK, donc, créer une entreprise équivaut à une déclaration de guerre. L'entrepreneur est semblable à un général des armées qui part à la conquête d'un territoire qu'il désire annexer pour étendre son empire. Loin d'être une partie de plaisir, toute Euh, guerre... Ce que vous êtes en train de lire, ça par contre ne s'affiche pas. Ah, vous ne voyez pas. OK, Non, donc je vais partager cela. Une seconde. d'accord. Euh, Attendez. Bon, c'est pas grave. Je vais lire rapidement. Ok, d'accord. Voilà, hein. Donc, toute guerre, donc loin d'être une partie de plaisir, toute guerre est caractérisée par une confrontation meurtrière entre des forces opposées, dont le principal objectif reste l'assujettissement de l'autre camp. Dans le monde des affaires, en plus des concurrents directs et indirects, l'entrepreneur fait face à un système fiscal, au système fiscal de son pays, à l'environnement économique de son secteur, donc le nord c'est le média, c'est le secteur des médias, et surtout à la faillite, l'ennemi invisible numéro un des investisseurs que le manager ne s'y trompe pas. En lançant une activité commerciale, il est dans la même posture qu'un chef des armées dans une opération militaire, dont l'issue dépend de l'étude du terrain, de sa capacité à créer de la valeur et à maintenir son activité sur le long terme. Et je termine en disant, certes, ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat ne sont pas des super-héros, mais l'erreur est de s'y lancer en se croyant plus intelligent que ceux qui ont échoué. Donc, voici la partie introductive de mon ouvrage sur le management des médias pour essayer de expliciter cette citation. Créer une entreprise équivaut à une déclaration de guerre. Et donc, c'est une guerre contre qui en réalité? C'est une guerre contre la faillite. Vous voyez mon écran, c'est bon? Il y a la barre là qui cachait. Vous voyez mon écran? Là, oui, là, on voit bien une guerre contre la faillite. Exactement. OK, c'est bon. Je vais toujours demander parce que la connexion peut nous jouer des tours en fait. Ok. Et donc, voilà que la connexion, je l'ai dit, ça commence à nous jouer des tours. À peine que j'ai dit. euh, Excusez-moi, c'est planté complètement. Je ne sais pas Vous si voyez, c'est... c'est planté là en fait. Je ne sais pas si c'est possible, mais si la connexion vient, si vous pouvez peut-être me l'envoyer, comme ça, je fais le partage et je défile selon votre... D'accord, d'accord. Là, c'est planté là. C'est planté complètement. Je n'arrive même pas à mettre échappe. Donc, bref, donc, c'est une guerre contre la faillite. Parce que quand on lance un investissement, tout de suite, on est en train de chercher à obtenir des gains, à faire du profit, à penser que bon, notre activité, excusez-moi, partager, voilà, c'est là, je reviens, partager.
Ah, c'est toujours le statu quo. Euh, Attendez. si c'est possible, peut-être vous me l'envoyez par WhatsApp et moi, je J'ai mis la pause, je reprends. OK. Excusez-moi. OK. Voilà. Donc, c'est OK. une guerre contre la faillite. Et OK. donc, on va passer un peu en revue. On fera un petit tour en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire du taux de suivi des entreprises, selon des recherches que j'ai eu à effectuer. Donc, en France, par exemple, les 5 premières années, selon des statistiques de l'INSEE qui datent d'il y a 5 ans, dans la première année, il y a une entreprise sur 10 qui meurt après sa création. Au bout de la troisième année, vous avez 3 entreprises sur 10 qui n'existent plus, qui font faillite. Donc, on a 7 entreprises qui continuent d'exister sur 10 au bout de 3 ans. Au bout de 5 ans, toujours en France, on a un taux de 60%, donc de 6 entreprises sur 10 qui continuent d'exister. Donc, on a 4 qui ont disparu entre-temps au bout de 5 ans. Mais attention, les statistiques de l'INSEE nous précisent que parmi ces 60% d'entreprises toujours en activité, vous avez 21% en réalité qui sont en difficulté. Et quand on arrive au Sénégal, par exemple, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest en voie d'émergence, je salue les confrères et consoeurs sénégalais qui nous suivent. Alors, là-bas, c'est le directeur général des PME qui a été cité par l'agence de presse sénégalaise qui dit et suivait très bien que 65% des PME font faillite moins d'une année après leur création. 65%. On est une année, c'est-à-dire on vient de démarrer, on a lancé notre activité en janvier. Avant la fin de l'année civile, là, il y a 65% de PME qui font faillite. D'accord? En Côte d'Ivoire, chez nous, des statistiques de 2022 nous disent que enfin, ce taux-là se situe autour de 80% des PME qui font faillite au bout de 3 ans. Seulement au bout de 3 ans, vous avez 80% des PME qui ferment, peu importe le secteur d'activité. Ici, nous ne sommes pas dans le secteur des médias. Donc, mais d'une façon générale, dans les pays en voie de développement, les pays sous-développés, 90% des PME ne franchissent pas le seuil des 5 années d'existence. D'accord? Quand on crée une entreprise, peu importe le secteur d'activité, il faut avoir conscience que on doit faire partie des survivants. Et parce qu'on a 9 chances sur 10 de ne plus exister au bout de 5 ans. Hein, au bout de 5 ans. Et donc, tout cela nous amène à nous poser des questions. Et 2 questions au moins. La première, alors qu'on peut se poser, premièrement, pourquoi il est si difficile de rendre viable une activité commerciale sur le long terme? Pourquoi ce n'est pas aisé? Hein? Une deuxième question qui peut tout de suite venir à l'esprit. Pourquoi seule une entreprise sur 10 gagne sa guerre contre la faillite après 5 ans de combat, 5 ans de conflit? On peut aussi donner quelques éléments de réponse. Évidemment, premièrement, on peut estimer que bon, les moyens financiers font défaut. On a commencé une activité avec 1 million en pensant qu'au bout de 3 mois, on allait commencer à avoir de l'argent. Et puis là, on désillusionne. Là. On est complètement au bout de 6 mois, il n'y a pas d'entrée. Donc, ça peut être une raison, une réponse. La deuxième réponse qu'on peut donner aussi, pêle-mêle, ça peut être l'environnement concurrentiel qui est vraiment défavorable. On est arrivé dans un secteur qui était déjà saturé. Et donc, ce n'est pas évident, malgré notre talent, l'innovation que nous apportons, ben, ça ne marche pas. Ça peut être aussi lié à la pression fiscale. Oui, parce qu'aujourd'hui, nos États ont entrepris, enfin, exercent une pression fiscale assez forte qui fait que même les PME et tout ça n'échappent pas. Hein. Avant, c'était les grandes entreprises, les grandes entreprises qui payaient beaucoup d'impôts, mais maintenant, dans tous les pays d'Afrique subsaharienne ici, il y a une pression fiscale énorme et qui aussi contribue à la fermeture à la faillite de nos entreprises. Ça peut être aussi l'incompétence des promoteurs. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Le projet est bon, on a de l'argent, la pression fiscale n'est pas aussi étouffante, mais le promoteur n'est pas compétent. Et donc, son incompétence tue son business.
Ça peut être aussi dû à une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée parce qu'on a fait un business et puis la technologie, la technicité est tellement élevée que les ressources humaines sur place n'arrivent pas à répondre aux attentes même des clients. Ça peut aussi contribuer à la faillite. Il y a aussi le fait que ça peut être la rareté des sources de revenus parce qu'on a créé un business, on avait un seul modèle économique et puis bon, on a pensé qu'on allait avoir 200, 500 clients, 1000 clients au bout de 3 mois, mais là, on les compte au bout des doigts au bout de 6 mois. Donc, ça aussi, ça conduit à la faillite. Ça peut être aussi dû à une mauvaise gestion, à la gabegie. Ça arrive et tout ça. Mais tout ça, c'est pêle-mêle. Mais on a aussi, et je pense de mon point de vue, que ça peut être dû aussi au manque de vision stratégique. Carrément au manque de vision stratégique. Euh, Tout à l'heure, en introduction, le modérateur m'a demandé le secret de Alerte Info pour tenir autant d'années et tout ça. J'ai parlé de vision tout de suite. Et donc, il faut une vision stratégique. Est-ce que nous avons une vision stratégique? Nous allons en parler. Et comment est-ce que nous déployons cela? Et donc, si créer une entreprise équivaut à une déclaration de guerre, comme on l'a dit en introduction, cela revient à dire qu'un entrepreneur est dans la même posture que n'importe quel chef militaire qui est en situation de conflit. Donc, que ce soit dans le contexte militaire ou entrepreneurial, on est en mode survie. Quand on part en guerre, le principe, c'est de ne pas se faire tuer. Voilà, de revenir vivant. Et donc, et tout ça, cet objectif de survie-là dépend essentiellement de la manière dont nous utilisons de façon cohérente les ressources dont nous disposons. Donc, en un mot, de la stratégie. En un mot, de la stratégie. Et c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie? Quand on parle de stratégie, et c'est un mot qu'on emploie tout le temps, on entend parler de la stratégie digitale, on parle de stratégie, sa stratégie ne me plaît pas, il n'a pas une bonne stratégie, son approche stratégique n'est pas bonne. Mais c'est quoi la stratégie en réalité? On va simplifier d'abord, mais avant, on va parcourir la citation de deux stratégistes, hein, donc deux théoriciens de la stratégie. Frédéric Fréry, qui est auteur, enseignant et tout, il dit que la stratégie consiste à faire des choses différentes ou à faire les mêmes choses différemment. Faire des choses différentes ou à faire les mêmes choses différemment. Et il y a le général Vincent Desportes, qui est aussi, lui, c'est un militaire de carrière, et il a été donc dans l'armée française. Il enseigne aujourd'hui à Sciences Po et dans plein d'écoles. Il est un stratégiste, il est beaucoup invité sur les plateaux télé et tout, fait beaucoup de formations. Et donc, lui, il dit qu'en stratégie, le but n'est pas de prévoir le futur, mais de le rendre possible. Donc, deux stratégistes qui nous disent presque la même chose. Donc, faire des choses différentes ou les mêmes choses différemment, ou bien rendre possible le futur et non pas de le prévoir. Parce que si on se contente de prévoir le futur, on n'est pas stratège. Mais de façon théorique, la stratégie d'entreprise est une méthode qui est rigoureuse en fait et qui permet de hiérarchiser les problèmes puis de choisir les procédés les plus efficaces pour pouvoir les résoudre. En d'autres mots, simplement, quand on dit faire de la stratégie en entreprise, en entrepreneuriat, c'est allouer de manière cohérente les ressources. On va parler beaucoup de ressources. Les ressources dont on dispose afin d'obtenir donc un avantage concurrentiel sur le long terme. C'est une question d'allocation de ressources. Allocation cohérente. Bon, moi, j'ajoute souvent allocation intelligente et rationnelle des ressources. Donc, en réalité, la stratégie est une affaire de ressources. Hein, la stratégie, quand on dit stratégie, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine des affaires, d'ailleurs, la stratégie provient du domaine militaire. Hein, c'est un mot grec qui est composé de stratège, donc stratégène, et agos, donc qui signifie en fait conduire une armée. Simplement, dans son étymologie, la stratégie, c'est conduire une armée. Et donc, mais c'est une question de ressources. C'est une question de ressources, une question d'allocation de ressources. Donc,
C'est une allocation judicieuse, intelligente, rationnelle des ressources dont on dispose à un moment donné pour obtenir le succès. On va parler en détail de ce qu'on appelle les ressources. Donc, ce sont nos ressources, les ressources dont nous disposons en tant qu'entrepreneurs. Ce sont ces ressources-là qui imposent le choix de nos stratégies. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, on ne peut pas, il est quasi impossible d'appliquer une stratégie globale à plusieurs entreprises. Souvent, quand je suis invité soit dans des formations ou bien dans des conférences et tout, et que des gens attendent en fait des solutions toutes faites à leurs problèmes. Je leur dis non, c'est impossible. C'est comme quand vous allez voir un médecin et puis vous pouvez avoir les mêmes mots, mais il ne vous donnera jamais le même traitement. Parce qu'il va faire d'abord un diagnostic, un examen, et en fonction de euh, votre organisme. Il vous donne des médicaments qui correspondent et que votre organisme peut supporter en réalité. Donc, et c'est pour ça que l'automédication nous est déconseillée fortement. Quand on déconseille l'automédication, il y a quelqu'un qui dit, bon, quand moi j'ai la migraine, je prends tel médicament, ça passe en moins de 5 minutes. Et il te recommande cela. Et quand il te recommande son médicament, quand toi tu prends, ça ne passe pas. Mais parce que ce médicament-là est propre à son organisme. Donc, en stratégie, c'est pareil. On ne peut pas avoir de solution miracle pour tout le monde. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que chaque entreprise a ce qu'on appelle en stratégie sa capacité stratégique, c'est-à-dire ses compétences et ses ressources. Donc, ce sont les ressources et les compétences donc, qui déterminent la capacité stratégique d'une entreprise qui permettent à l'entrepreneur, donc au stratège, au manager qui est stratège, de faire une stratégie qui correspond donc à son média, à sa situation. Donc, en résumé, nous avons les six ressources en stratégie. Quand on parle de stratégie, voici les six ressources qu'il faut utiliser de façon intelligente et cohérente. J'insiste, judicieuse, intelligente, cohérente, rationnelle. La première ressource, c'est l'argent. Oui, c'est la ressource la plus importante en stratégie, l'argent. La deuxième ressource, donc, ce sont les hommes, les ressources humaines. La troisième ressource, ce sont les ressources physiques, c'est-à-dire les bâtiments et tout ça. Tout ce qu'on a comme bâtiments, comme euh, véhicules, etc., etc. Les ressources technologiques, tout ce dont nous disposons en matière technologique et tout. Les ressources commerciales, c'est la marque de l'entreprise. On va revenir à ça. La marque, elle est très importante. Et puis, en fait, les ressources relationnelles, c'est le carnet d'adresse. Voici les six ressources dont nous disposons. Et j'insiste pour dire que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine des entreprises, ce sont ces six ressources en général dont un manager, dont un entrepreneur, dont un chef militaire dispose pour élaborer une stratégie. Donc, si moi je sais dans ma situation que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un relationnel qui est important, je vais appuyer ma stratégie en mettant en avant mon réseau relationnel. Si je sais que je n'ai pas de ressources humaines compétentes, mais j'ai beaucoup d'argent, donc mon argent va me permettre de recruter des personnes compétentes et de les payer à leur juste valeur pour avoir un résultat. Donc, ma stratégie va être appuyée sur mon argent, etc., etc. J'ai un bâtiment. Hein, j'ai pu avoir un bâtiment sur 600 mètres carrés et tout ça. J'ai un grand bâtiment, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'espace. Donc, je vais asseoir ma stratégie sur mes ressources physiques. Je vais faire du coworking, par exemple. Je vais organiser des événements pour rentabiliser, en fait, mon bâtiment parce que je n'ai pas d'argent. Donc, ma stratégie va être appuyée sur ça. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas en fonction des ressources là, dont on dispose, élaborer une stratégie globale pour tout le monde. Donc, voici les six ressources dont nous disposons tous. Mais parmi ces six ressources-là, il y en a deux qui sont hyper importantes et qui déterminent tout le reste et qui contribuent
souvent à la faillite de nos entreprises. Et je vais expliquer cela. D'où vient la faillite de nos entreprises? La faillite vient en fait des ressources financières et des ressources humaines. Ce sont les deux ressources les plus importantes en stratégie. Et vous voyez le cercle qui est là, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vertueux. Qu'est-ce qui se passe en général quand on lance une activité commerciale, une activité entrepreneuriale? On commence toujours avec un peu d'argent. Hein. N'écoutons pas les storytelling des entrepreneurs qui ont commencé avec 1 000 francs ou 10 000 francs et puis qui sont devenus multimillionnaires. Non, non, on commence toujours avec un peu d'argent. Et cet argent-là nous permet de recruter des gens parce qu'il faut les payer. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand il y a faillite? Il y a faillite quand l'argent que nous avons a été investi dans des hommes, dans des ressources humaines qui n'ont pas produit de l'argent pour faire remonter cela. Parce que c'est l'argent qui est produit par les hommes, par les ressources humaines, qui remonte, qui permet donc aux ressources financières de ne pas être asséchées et qui reviennent encore dans les hommes et les hommes qui produisent encore et ainsi de suite. Et ça permet à l'entreprise de se pérenniser. Donc, quand il y a de l'argent qui a été investi dans des bâtiments, dans des ressources matérielles, dans des ressources technologiques, dans des hommes, en général, le bâtiment ne peut pas produire de l'argent tout seul. Les ressources technologiques ne peuvent pas produire de l'argent toutes seules. Mais ce sont les ressources humaines qui vont produire de l'argent en s'appuyant sur les autres ressources, donc le relationnel, la marque, la technologie, les bâtiments. Ce sont ces ressources, ce sont les ressources humaines qui vont s'appuyer sur ces ressources, ces 4 autres ressources pour pouvoir produire de l'argent à nouveau. Mais quand ce n'est pas fait, et que l'argent ne remonte pas, l'entreprise tombe en faillite. Et si vous faites le scanner de vos activités à partir de ce schéma-là, vous allez vous rendre compte que effectivement, l'argent n'est pas remonté à un moment donné. Les salariés n'ont pas produit de l'argent pour que cet argent-là ne s'assèche pas. On va faire, donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet en partant de la généralité du monde entrepreneurial pour venir dans notre secteur d'activité, les médias. Alors, le cas de la presse imprimée en Côte d'Ivoire, on fait une étude qui a été faite en 2024. Elle est très récente. Et donc, cette étude a montré qu'il y avait déjà d'abord une carence dans la distribution des journaux imprimés en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le fait que 80% des journaux imprimés sont distribués à Abidjan. Vous imaginez, toute la Côte d'Ivoire, 322 462 km², et c'est seulement une petite partie de ce pays-là, de ce territoire, de cette portion qui reçoit 80% des journaux. Ensuite, il y a le taux d'invendus, évidemment, ça a un impact. Le taux d'invendus global des journaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire se situe à 83%. Donc, vous avez 17% à peu près de taux de vente, ce qui est largement inférieur. Vous avez aussi le fait que 70% il y a une crise de contenu, une vraie crise de contenu. Et cet exemple-là, on peut l'appliquer au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, un peu partout dans nos pays. Il y a une crise de contenu. Et ici, en Côte d'Ivoire, 70% de l'offre éditoriale proposée par les journaux, par les médias, est de type institutionnel, d'après l'étude. Il y a aussi la précarité du marché numérique pour les médias qui sont en ligne. Et puis, il y a le modèle économique qui est informel. Et donc, cette étude, comme je le disais, c'est extrait d'un rapport qui avait été, c'est une étude financée par l'Union européenne et l'étude avait été donc confiée à un cabinet, le cabinet IBF, sous l'impulsion du ministère de la Communication ici en Côte d'Ivoire. Elle a été rendue publique en février 2024. Donc, elle est très récente. Et donc, il y a aussi, cette étude a pointé du doigt le déficit managérial. Ça, c'est très important. L'étude a pointé du doigt le déficit managérial des promoteurs d'entreprises. Et donc, quand on parle de ce constat, de ce diagnostic-là, quelle stratégie on peut conseiller pour rendre viables les entreprises de médias? Comme je le disais tantôt, c'est
enfin, ce sont des solutions transversales parce que, évidemment, il y a des insuffisances, des faiblesses qui sont transversales. Mais on doit faire un diagnostic précis de chaque entité, faire ressortir la réelle capacité stratégique de chaque entreprise pour pouvoir euh, déterminer quelle stratégie correspond. Mais de façon transversale, qu'est-ce que nous pouvons suggérer? Évidemment. Premièrement, la stratégie de la différenciation. C'est une stratégie qui a été élaborée par Michael Porter. C'est un théoricien de la stratégie qui a théorisé donc cette stratégie qui dit que la différenciation, en fait, consiste à proposer une offre dont la valeur est différente en termes de coût et de contenu de celle des concurrents. Donc, vous différenciez votre offre, vous différenciez également votre prix, votre coût. Et il y a deux types de différenciation. La différenciation vers le bas, c'est la stratégie du low cost. Hein? Vous essayez donc de faire un prix qui est différent que les autres, même si votre contenu est presque pareil. Donc, vous faites du low cost, de l'épuration, ou bien la différenciation vers le haut, qui est la sophistication. Alors là, vous faites une offre beaucoup plus élaborée, mais avec un coût qui est aussi élevé, naturellement. Mais attention, 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 attention. La stratégie de la différenciation, en fait, doit combiner à la fois les critères d'attractivité en termes d'offres éditoriales et de rentabilité aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du low cost pour faire du low cost. Si vous faites du low cost pour faire du low cost, sans tenir compte des coûts de production, évidemment, vous n'allez pas faire de bénéfices. Si vous produisez un contenu, je donne un exemple, à 1000 francs CFA et que vous vendez ce même contenu-là à 900 francs ou à 500 francs parce que vous voulez faire du low cost, vous voyez que vous ne pouvez être que perdant. Donc, il faut combiner à la fois l'attractivité et la rentabilité pour la stratégie de la différenciation. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie de différenciation dans le domaine des médias? Bon, j'estime qu'il faut faire une différenciation par une offre éditoriale qui est innovante. Innovante ne veut pas dire inédite. Ce n'est pas nécessairement inédit. Il s'agit de proposer un contenu éditorial de préférence spécialisé qui se distingue en tout cas de ce que les autres font. Ça, c'est très important, qui se distingue de ce que les autres font. Aujourd'hui, on fait, de façon générale, on propose une offre éditoriale comme la masse, hein, euh, comme tout le monde en fait. Donc, le but ici, c'est d'avoir un positionnement éditorial qui est attendu ou réclamé par un public. Mais dès qu'on commence à faire comme les autres, on condamne déjà son média à la précarité. Ensuite, cette différenciation doit aussi se faire selon des modèles économiques. L'étude que j'ai citée tout à l'heure, qui a été faite ici en Côte d'Ivoire, a pointé du doigt les modèles économiques informels. Un modèle économique, c'est la manière dont vous rentabilisez votre offre à un coût qui est donc supérieur au coût de production. Donc, pour parler de façon terre à terre, de façon triviale, le modèle économique, c'est la façon dont vous allez gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Il ne s'agit pas donc de faire un projet ou alors d'aller sur Internet pour être sur Internet, de faire... souvent, quand des entrepreneurs de médias, je discute avec eux, enfin en aparté ou de façon formelle, on me dit, ah, j'ai un projet, je veux faire... bon, il y a très peu de médias qui parlent de l'environnement, donc je vais créer mon média qui va parler de l'environnement. La question que je pose tout de suite, c'est quoi le modèle économique? On me demande, bon, c'est quoi? Je dis, oui, bon, comment tu vas rentabiliser? Comment tu vas gagner de l'argent? Bon, ça là, je vais voir ça après. Hein? Je vais commencer, c'est ce qui est sûr qu'on va commencer là et tout. Après, on pourra voir ça. Je dis, mais c'est une grosse erreur. Tu ne peux pas commencer. C'est le cœur de ton business. Tu ne peux pas dire que moi, je vais parler de l'environnement et puis après, je vais voir comment je vais gagner de l'argent. Non. Ton positionnement éditorial doit s'arrimer, doit être euh, 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 collé à un modèle économique qui correspond à cela.
Et j'ai théorisé les 6 types d'informations qu'on trouve dans les médias. Et je les ai combinés avec des modèles économiques. Et il y a 6 modèles économiques aussi. Les modèles économiques, on va pas les réinventer. Hein. Il y a sur le modèle de la publicité qu'on connaît, de l'abonnement qu'on connaît, de la vente de produits et services, de la commission sur transaction, de l'hébergement des données et tout ça. Donc, et puis aussi du financement participatif. Voici les 6 modèles économiques qui existent en fait. Mais ces modèles économiques-là, on ne les choisit pas aussi comme ça au hasard. Une fois qu'on a déterminé le type de contenu, notre offre éditoriale, il y a des modèles économiques qui correspondent. Et puis, on ne réinvente pas l'eau chaude, en fait, les amis. Ce qui existe déjà, ce que nous voyons autour de nous, c'est ce qui se fait. Par exemple, nous avons 7 types de contenus dans les médias. Comme je le disais tantôt, c'est une classification que j'ai proposée dans mon ouvrage. Donc, il y a les contenus institutionnels, donc qui parlent des institutions et tout, les contenus communicationnels pour faire du marketing pour les entreprises, donc ce sont des contenus de type publicitaire. Il y a les contenus de type divertissement que nous connaissons, les contenus de type décryptage, les contenus de type confidentiel, les contenus de type pratique, donc des informations qui nous aident euh, de façon pratique dans la vie de tous les jours. Et puis, on a les contenus de type spontané, hein, les contenus donc, qui surviennent comme ça, des catastrophes naturelles, des inondations, des accidents et tout ça, donc qu'on résume aussi souvent dans les contenus des faits divers. Alors, quand vous avez choisi un contenu de type institutionnel ou communicationnel, vous ne pouvez pas vendre, ce n'est pas possible, peu importe que vous fassiez de la télé, donc de l'audiovisuel, télé-radio, ou du web, ou du papier, peu importe, vous ne pouvez pas vendre du contenu institutionnel ou communicationnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Internet a a enlevé l'exclusivité aux médias qui avaient donc l'exclusivité de ce type de contenu avant. Toutes les institutions, toutes les entités communiquent aujourd'hui avec le grand public. Donc, si vous venez leur vendre un contenu communicationnel, un contenu institutionnel, les gens ne vont pas acheter. Ils ne vont pas acheter. Si vous voulez vendre du contenu de divertissement, le divertissement, c'est en général des jeunes. Hein, ce sont les jeunes de TikTok et tout ça, des réseaux sociaux. Eux, ils n'ont pas la culture de l'achat de l'information. C'est très important. Ils n'ont pas cette culture d'achat de l'information. Ils ont la culture d'achat d'autres choses, mais pas de l'information. Parce qu'ils ne consomment pas l'information pour prendre des décisions. Et donc, quand vous avez ces types de contenus-là, les 3 types-là, vous ne pouvez que faire de la publicité. Parce que vous cherchez du trafic pour avoir de la publicité. Maintenant, quand vous voulez vendre, c'est des contenus de type décryptage et confidentiel. Naturellement, vous connaissez la lettre du continent, vous connaissez tous les médias dits confidentiels qui diffusent des informations confidentielles. Ces médias-là, en réalité, ne peuvent pas compter sur la publicité. Mediapart également, hein, qui vend du contenu. Quand on se positionne sur le décryptage et le confidentiel, donc sur l'exclusivité, on est automatiquement dans le modèle de l'abonnement. Maintenant, on peut combiner abonnement et publicité avec des informations de type pratique et spontané. Il y a un public qui peut acheter cela. Voilà donc ce qu'il faut faire en réalité dans la stratégie de la différenciation. Différenciation en termes d'offres éditoriales, mais différenciation aussi en termes de modèle économique qui correspond au type de contenu qu'on a choisi. Il y a également, oh, attention, la même maladie est revenue. Il y a également oups, excusez-moi. La stratégie du circuit fermé. Alors, c'est quoi la stratégie du circuit fermé? Donc là, on a parlé de la stratégie de la différenciation de Michael Porter. C'est une stratégie que j'ai baptisée comme ça. Certainement qu'elle existe, hein, mais c'est moi qui l'ai baptisée stratégie du circuit fermé. En fait, de façon empirique, j'ai remarqué que la plupart des médias, quand ils veulent faire des entreprises en tout cas, quand on veut faire de la diversification de nos actes,
enfin, activités, c'est fait de façon, je dirais, un peu désordonnée. Hein. Le type, il est entrepreneur des médias. Hein, je donne un exemple, hein, et puis on le sait. Il est entrepreneur des médias et puis il a deux ou trois taxis. Il est dans le transport. D'accord? Et puis il a une plantation au village. Une plantation d'EVA ou d'ananas, quelque chose comme ça. D'accord? Il est en train de diversifier ses revenus. Et en même temps aussi, il a créé un petit centre de formation, quelque chose comme ça. Ou bien il est carrément dans l'immobilier aussi. Hein, il a investi dans un ou deux hôtels là. Et donc, il n'est pas patron de presse, il a un média. Il est dans le transport en commun. Il est dans l'agriculture. Et puis, il est dans l'hôtellerie ou bien dans un restaurant. Voilà. Il a investi dans un restaurant. Bon, voici une diversification. Et le monsieur, il est content. Il est content ou la dame, elle est contente. Elle dit, moi, j'ai diversifié mes revenus. Comme ça, il y a un élément qui tombe là-bas, je peux même appuyer sur l'autre. En théorie, c'est bon. Mais dans la pratique, ça ne sert pas. Ce que je conseille, par exemple, c'est d'investir dans des secteurs d'activité qui sont connexes à notre cœur de métier. Avec la particularité, en fait, de créer des entreprises qui sont autonomes les unes des autres et en même temps qui sont complémentaires. Parce que ton transport en commun, là, ça ne va pas venir aider ton média. Ça ne peut pas être, et ton média non plus ne peut pas influencer la progression, la marge de progression à un degré moindre même de ta plantation et tout ça, de ton restaurant. Ce n'est pas évident. Alors que si tu as créé un média, tu peux créer une maison d'édition, tu peux créer un centre de formation, tu peux créer un cabinet en relations presse, tu peux créer une régie publicitaire, tu peux créer aussi voilà, un truc dans l'audiovisuel. Il y a plusieurs exemples en fait. Et pour illustrer encore très bien la stratégie du circuit fermé, je vais prendre l'exemple du transport. J'explique souvent à des personnes que si je dois investir dans le domaine des transports, je vais commencer par exemple par enfin, deux garages auto. Je vais d'abord investir dans deux garages auto qui vont se spécialiser dans la réparation des marques des véhicules que je vais avoir plus tard, premièrement. Deuxièmement, quand je vais avoir un peu d'argent encore, je vais investir dans des lavages auto. Je veux investir dans le lavage auto. Pas forcément dans le même secteur, dans la même zone géographique. Ça peut être dans la même localité, dans la même ville, mais je vais investir dans des lavages auto, dans la même ville, dans le même quartier, dans la même commune. Ensuite, je vais investir dans des magasins de vente de pièces détachées. Mais pas n'importe quelle pièce détachée. Les pièces détachées des véhicules que je vais acheter en quatrième et dernière position. Et là, maintenant, quand j'aurai un peu d'argent, je vais acheter 3 4 véhicules de la marque dans laquelle s'est spécialisé le garage, de la marque dans laquelle je me suis spécialisé dans la vente de pièces détachées. Ce qui va faire que quoi? Mais toutes ces entités sont autonomes. Hein. Elles sont autonomes. Le garage a son patron, ça fonctionne. Les lavages auto ont leur patron, ça fonctionne. Le, euh, euh, les magasins de vente de pièces détachées ont leur patron, ça fonctionne. Ont leurs employés aussi. Et puis, les taxis ou les cars ont aussi leur patron et leur personnel. Du coup, quand mes véhicules sont en panne, ils vont où? Ils vont dans mon garage pour se faire réparer à moindre coût et de façon plus professionnelle. Quand je dois acheter les pièces détachées, je vais les acheter chez moi encore dans mon circuit à moindre coût. Quand je vais aller les faire laver après le garage, je vais les laver, je vais les faire laver dans mes lavages auto. L'argent reste en circuit fermé. Et si, avec la COVID, par exemple, on dit que le transport est arrêté, les autres entités vont continuer à fonctionner et vont permettre à l'entreprise de transport de tenir le coup jusqu'à ce que la crise passe et qu'on redémarre aussi à flot. Donc, voici ce que j'appelle en fait l'investissement en circuit fermé. C'est une stratégie qu'il faut faire quand on est dans les médias et cette stratégie-là, il faut la faire souvent selon notre compétence en réalité.
on ne fait pas la stratégie de circuit fermé par imitation, parce que X, Y a fait pareil, je vais faire pareil. On fait selon notre capacité stratégique. Moi, je suis formateur, enseignant. Bon, c'est plus aisé pour moi de faire un centre de formation à l'info où les gens vont venir payer pour se faire former. Voilà. Quelqu'un d'autre a une compétence en voix off ou en audiovisuel. La personne va créer aussi une entité qui va correspondre à cela. Donc, on ne peut pas créer, moi je ne vais pas en tout cas investir dans des domaines qui ne me passionnent pas et qui ne correspondent pas à ma capacité stratégique en fait. Donc, il faut tenir compte de notre capacité stratégique pour investir en circuit fermé. Alors, en cas de crise, sur quelles ressources on peut compter? La crise, c'est une survenance brusque d'une situation qu'on n'avait pas prévue et qui altère, qui ralentit le fonctionnement de l'entreprise. Bon, quand vous avez une entreprise qui est en difficulté, il y a parmi les 6 ressources, il y a 2 ressources au moins sur lesquelles vous pouvez compter. Bon, en cas de crise, évidemment, vous n'avez plus d'argent, hein, parce que s'il y a l'argent, on ne parlera pas de crise. Donc, la ressource financière n'existe plus. Les ressources humaines, bon, quand il n'y a pas d'argent, les gens s'en vont. Hein. Hein? Vos collaborateurs vous quittent, vous perdez vos bons collaborateurs et tout. Voilà. Et même vous hypothéquez souvent votre bâtiment ou bien là où vous louez là, vous n'arrivez plus à payer le loyer, on vous chasse, donc bon, vous êtes obligé de végéter, d'aller, de retourner à la maison et tout et tout. Donc, mais il vous reste quand même 2 ressources. Vous avez la marque, la ressource commerciale, la marque, le nom de l'entité. Et vous avez également à côté le carnet d'adresse qui est la ressource relationnelle. C'est pour ça, et je vais insister, dans la stratégie pour la pérennisation d'une activité, ce que nous devons chercher dans un premier temps, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le profit, c'est une grosse erreur. C'est de construire une marque. La construction d'une marque se fait indépendamment du gain de profit. Parce que quand vous construisez une marque, vous n'êtes pas préoccupé par l'argent. Tout ce que vous gagnez, immédiatement, vous réinvestissez pour construire une marque en réalité. Parce que c'est cette ressource-là qui va venir vous sauver après. Et la marque, elle existe dans tous les domaines et chez tout le monde. Quand nous prenons des individus, prenons par exemple des chanteurs qui ont connu la gloire et après le déclin. Mais qu'est-ce qui permet à ces chanteurs-là, à certains chanteurs, de rebondir? C'est parce que ces chanteurs-là ont un nom, ont une marque, ont un public. Et il y a un promoteur qui vient les réveiller un matin de leur coma pour leur dire, oh mon ami, lève-toi, je vais t'organiser des tournées, je suis un fan, ça me fait mal de te voir comme ça. Viens, j'ai 10, 15, 20 millions de francs CFA, on va faire un concert, je vais te donner au moins 5 millions pour te relever. Et la personne vient, rien qu'avec le nom de l'artiste, vous avez des sponsors qui viennent, vous avez le public qui répond, et puis l'artiste est ressuscité en griffe grâce à son nom. C'était le cas de Michael Jackson, peu avant sa mort, qui était complètement dans le déclin et qui a, a eu l'occasion, l'opportunité de se refaire une santé financière grâce à un promoteur qui avait fait des tournées un peu partout en Europe et tout ça. Et malheureusement, il est décédé peu avant cette tournée-là. Mais les billets étaient déjà vendus alors que Michael Jackson n'avait plus d'argent. C'est pareil pour Mike Tyson, tout récemment. Lui aussi, il a connu la gloire, la gloire, la gloire. Mais comme il est une marque, son nom est une marque. Mais pour ressortir Mike Tyson, pardon, de la galère financière, de la faillite, mais il a dû se reconvertir en acteur. Il a joué dans Ip Man. Ip Man 4, je crois bien. Il a joué dans Ip Man. Et ça, on a pu voir Mike Tyson dans un autre registre, mais toujours dans son même, avec sa même compétence, la boxe. Et tout récemment, il est remonté sur les rings. Il a eu plus de combien de millions de dollars pour une défaite. Hein? Il s'est refait une santé financière. Et hier, je lisais qu'il y a son ancien adversaire, Holyfield, hein, Evander Holyfield, qui l'a invité
à faire un combat, à remonter sur le ring. Tout ça, c'est du business. Tout ça, c'est du business. Ils utilisent leur nom, leur marque. Mais est-ce que c'est le cas pour tous les chanteurs que nous connaissons? Est-ce que c'est le cas pour tous les boxeurs, pour tous les artistes que nous connaissons et tout? Non. C'est pour ça que, et est-ce que c'est le cas pour toutes les entreprises? Non, non plus. C'est pour ça que c'est important de construire une marque. On a vu Le Monde qui était en faillite il y a une dizaine d'années, le journal Le Monde, le journal français Le Monde. Mais les gens se battaient pour acheter Le Monde à 100 millions d'euros. Les gens se battaient. C'est vrai que dans le cas du journal Le Monde, vous avez les ressources physiques, le bâtiment, qui a une valeur vénale. Mais vous avez la marque, le nom, le monde. Et donc, pour une entreprise qui était en faillite, déficitaire, qui devait beaucoup d'argent, les gens se battaient pour acheter ça dans le domaine des médias. Donc, c'est pour ça que c'est important de construire une marque parce que c'est une ressource capitale importante en période de crise. Donc, voilà, chers amis, j'ai été un peu long, mais il fallait, je l'espère, entrer dans le sujet et retenir que ce qui peut nous permettre de pérenniser, de rendre d'abord viable notre entreprise, c'est une vision stratégique. D'avoir une vision stratégique. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, ce qui peut nous permettre d'avoir la pérennité, donc de rendre notre activité pérenne, c'est d'utiliser de façon cohérente et intelligente les ressources dont nous disposons. En un mot, de faire de la stratégie. Et cette stratégie-là, j'en ai proposé deux. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de stratégies, mais j'en ai proposé deux. La différenciation en termes d'offres éditoriales, pour ne pas faire comme tout le monde, et puis aussi les modèles économiques qui doivent être, qui doivent correspondre à cette offre éditoriale. Et puis, dans la diversification, c'est très important. Il faut se diversifier, mais pas n'importe comment. Il faut le faire en circuit fermé, de sorte à ce que les entités puissent se compléter et être autonomes à la fois. Voilà, donc merci pour votre attention. Je suis tout ouvert à la fois pour les questions, mais aussi et surtout pour les partages d'expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yon, pour ces partages d'expérience. Ce n'est plus un webinaire, hein, c'est carrément une formation. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui se sortent. Et moi, j'ai aussi des questions à vous poser, mais je préfère taire les miennes et prendre celles des participants qui voudront comprendre mieux. Je regarde dans la boîte de chat s'il y a des questions. Voilà, il y en a une, celle de Farida. Euh, Elle est un peu longue, je vais la lire assez rapidement. Face à l'émergence des réseaux sociaux et le journalisme citoyen, et pour vendre l'information de façon rentable et pérenne, quelles sont les politiques managériales envisageables pour un patron de presse devant cette configuration nouvelle du paysage médiatique? Et face au manque de ressources financières, notamment la publicité, les médias traditionnels, doivent-ils réfléchir autrement et comment? Je ne sais pas s'il faut répondre à la question. La question, c'est de savoir, face à l'émergence des réseaux sociaux, du journalisme citoyen, et quelles sont les politiques managériales que doivent adopter un patron de presse, et aussi face au manque de ressources financières, notamment la publicité. Est-ce que les médias traditionnels doivent réfléchir autrement et comment? C'est la question de Farid. D'accord, donc c'est une question à deux volets. Je pense qu'on va aller, enfin, on va y aller volet par volet. Euh, la première, le premier volet, en fait, donc, c'est face à l'émergence des réseaux sociaux et autres. Qu'est-ce que les médias traditionnels peuvent faire? Quelle politique managériale? C'est bien ça, hein? Ouais. Quelle politique managériale face à l'émergence? En réalité, ce que je veux dire, en fait, tout de suite, il ne faut pas faire face. Le fait de dire face, déjà, on part en opposition. On part en opposition et c'est une mauvaise approche de mon point de vue. L'émergence des réseaux sociaux, de tous les canaux nouveaux là, doivent être, enfin ça doit être, pardon, des opportunités en réalité. C'est aux médias. La politique managériale à adopter n'est pas de faire face.
pour répondre directement à la question, c'est pas de faire face, c'est pas de s'opposer, mais c'est de faire corps, c'est d'épouser, c'est de s'adapter, c'est d'utiliser à bon escient ces ressources-là pour avoir un avantage concurrentiel. Et c'est ce que la plupart des médias font. Et ils l'ont compris. France 24 est une télévision traditionnelle, en griffe. Elle a plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube. C'est monétisable naturellement. C'est monétisable. Le Monde est un journal papier. Mais le Monde a une communauté web de plus de 2-3 millions. Donc, si le Monde a voulu rester dans son traditionnalisme et de dire les réseaux sociaux et YouTube, tout ça arrive, ils vont nous tuer. Donc, nous, on va faire face. On est déjà mort. On est déjà mort. Il ne faut pas faire face. Il faut faire corps avec tout ça. Et ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Je vais vous donner mon exemple pour illustrer. Je ne suis sur aucun réseau social. Ça va vous choquer. Je ne suis pas sur Euh, Facebook. Je ne suis pas monsieur, sur... m- Et quand je dis je monsieur, ne suis pas, monsieur bon, Yuan, monsieur j'aime Yuan, pas les avatars et tout ça. J'aime signer, j'assume tout ce que je fais. Si je dois être sur les réseaux sociaux, je vais être sur les réseaux sociaux. mais Mais pourquoi vous ça ne n'êtes m'a pas sur les pas, réseaux sociaux? ça ne m'a pas empêché de créer un service digital à Alert Info. C'est vrai tardivement, mais je l'ai fait. J'ai créé un service digital à Alert Info et aujourd'hui, on exploite à fond toutes les possibilités, les opportunités du digital, du numérique. Ce n'est pas parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas sur les réseaux sociaux que mon média, et ça, ce sont des raisons personnelles, que mon média, en fait, ne va pas être sur les réseaux sociaux. Non, le média doit épouser l'air de son temps. Et puis, il y a la manière dont on gagne de l'argent là-bas. Il y a la monétisation des contenus, des offres là-bas. Il faut. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas non plus que je ne m'informe pas, que je ne me forme pas, que je ne m'ouvre pas l'esprit sur la monétisation des contenus sur ces plateformes-là. Non, je le fais. Et donc, je ne suis pas allé contre en opposition, mais j'essaie tout de même de m'ouvrir. C'est pareil pour le journal 20 minutes, par exemple, qui est un journal papier gratuit en France, que tout le monde connaît. Mais 20 minutes est une télévision, une web TV qui tourne 24 heures sur 24. 20 minutes à investir dans tous les canaux digitaux et ça permet de multiplier donc les canaux, mais en même temps aussi ça permet évidemment de multiplier les sources de revenus. Donc, je peux dire ça pour répondre au premier volet de la question, en espérant qu'elle est satisfaite. Le deuxième volet, Monsieur, oui, allez-y. le deuxième volet, je vous écoute. Non, est-ce que vous pouvez stopper le partage? Là, on ne vous voit pas. Ah, ok, ok, désolé, je vais stopper le partage. Ok. Super. Voilà, super. Donc, deuxième volet de la question. Le deuxième volet de la question, c'est de savoir, dans la question, face au manque de ressources financières, notamment la publicité, est-ce que les médias traditionnels doivent réfléchir autrement et comment? La publicité, en fait, ne s'est pas raréfiée en réalité. La publicité s'est déplacée. La publicité existe, mais elle s'est déplacée. En fait, elle a changé de canal de transmission. Avant le numérique, avant l'explosion du numérique, la publicité avait les canaux traditionnels, le papier, l'audiovisuel. Aujourd'hui, avec le numérique, la publicité aussi s'est adaptée. Et donc, il ne faut pas rester dans sa posture traditionnelle. Il faut aller chercher la publicité là où les annonceurs sont partis pour annoncer en fait en réalité. Et aujourd'hui même, nous voyons tous que notre métier, je ne dirais pas est menacé, c'est un trop grand mot, mais notre métier est un peu bousculé par les influenceurs. Hein, avec le petit débat en France, dans un Washington qui a été reçu par une influenceuse pour une interview, voler des bois vers des journalistes qui ont dénoncé un crime de lèse-majesté et tout ça.
Mais ce sont des données factuelles, concrètes. Au lieu de crier, au lieu de s'opposer, il faut chercher à s'adapter en fait à toute cette situation-là. C'est ça, l'aspect de la stratégie, c'est ça. Il faut être constamment dans une approche stratégique en fait de la situation, dans une lecture d'abord stratégique et en plus dans une approche stratégique. Il ne faut pas rester toujours dans sa posture traditionnaliste, mais ne pas bouger. Si la publicité a bougé, la publicité n'est pas devenue rare, elle a bougé. Elle a bougé. C'est vrai, elle est devenue rare là où nous sommes aujourd'hui. Par exemple, et ça c'est très frappant, la publicité programmative est venue tuer, je parle du web aujourd'hui, le web, il y a une dizaine d'années, sur le web, on avait la publicité native, la publicité avec les annonceurs, la publicité en direct. Hein, vous avez des annonceurs de compagnies aériennes, des banques, des opérateurs de téléphonie mobile qui faisaient directement de la publicité sur les journaux en ligne, pour parler de ce cas spécifique, il y a une dizaine d'années. Et donc, les médias en ligne qui avaient ce modèle économique ont eu beaucoup d'argent à cette époque-là. Et puis, Google est venu disrupter le marché publicitaire avec la publicité programmatique. Les annonceurs se disent, mais attends, avec un budget de 500 000 francs, je peux apparaître sur une trentaine de sites Internet où je veux, quand je veux, comme je veux pendant un mois. Alors qu'avec un budget de 500 000, je ne peux même pas apparaître en une journée sur un média en ligne. Les annonceurs se sont déplacés, ils se sont passés le mot. Ils ne passent plus par les médias, les journaux en ligne, peu importe leur trafic. Ils passent aujourd'hui par la publicité programmatique, par Google, qui a développé une régie publicitaire monstrueuse à l'échelle planétaire pour phagocyter tout l'argent. Et maintenant, Google nous dit, bon, nous, si on veut avoir cet argent-là, il faut qu'on installe Access sur le plugin hein, de euh, leur système, donc dans nos sites Internet, pour qu'on puisse avoir de la publicité et ils vont nous rémunérer de façon très transparente. Bon, il y en a qui ont compris et qui ont vite compris. Enfin, c'est vrai qu'il y a une ratification ou bien une réduction drastique des sources de revenus, mais au moins d'un côté, tu ne vas plus démarcher des clients, tu ne vas plus les encaisser, donc tu n'as plus de recouvrement à faire, tu n'as pas à avoir un service commercial, tu es assis, tu te concentres sur ton cœur de métier, de faire du trafic, et quand tu fais ce trafic-là, ça te permet en réalité d'avoir de l'argent, c'est vrai, pas à l'échelle avant, mais ça te permet d'avoir un peu d'argent. Donc voici un peu les données, il faut aller là où la publicité se trouve, aller les chercher, aller et puis même faire de la publicité pas traditionnelle, c'est-à-dire avec des annonces, les bandes annonces, non. Aujourd'hui, la publicité se fait de différentes façons, hein, avec les contenus sponsorisés, avec de la publique information souvent un peu déguisée, etc., etc. Donc, on a encore ce pouvoir-là, les médias traditionnels peuvent s'orienter donc dans ce domaine-là, mais ne pas rester toujours dans la publicité classique des annonces, des visuels et tout ça, non. Pour le fait que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, je vais revenir à titre personnel après parce que je vous ai cherché sur les réseaux sociaux, je ne vous ai pas trouvé. Nous avons une question de Facili de la Guinée. Je voudrais d'abord remercier mon cher David pour son exposé très brillant. Je voudrais de passage rappeler que son livre, Le Management des médias, est mon ami inséparable depuis maintenant 2 ans. Je voudrais Wow. un peu m'accentuer sur le modèle économique qui est un véritable problème aujourd'hui dans nos médias. Il a proposé l'abonnement, mais là également, il y a un souci. Parce que la plupart des médias, par exemple en ligne, qui ont opté pour cette option, n'arrivent pas à s'en sortir. D'abord parce que les journalistes ne font pas assez d'efforts pour produire des contenus de qualité. Mais à côté, il y a d'autres facteurs, notamment le faible pouvoir d'achat des populations qui rend difficile de consacrer de l'argent à des abonnements, surtout quand les alternatives gratuites sont disponibles. Il y a aussi les coûts d'accès à Internet qui sont élevés dans nos pays, sans oublier la couverture inégale
des réseaux qui freinent la consommation de contenu en ligne. Dans ce contexte, que faut-il faire? Donc, l'abonnement qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diagnostic, enfin, le problème est posé. En même temps, il y a un diagnostic qui l'accompagne, c'est très intéressant, avec les contenus qui ne sont pas de qualité, Ouais. avec le coût d'accès à Internet euh, et tout ça. Bon, déjà, il y a plusieurs d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela. Je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, quand on choisit un modèle économique, il faut que ce modèle économique soit cohérent avec l'offre éditoriale. Autant on ne peut pas choisir un modèle, enfin une offre éditoriale, et puis venir choisir après le modèle économique, autant on ne peut pas choisir le modèle économique et puis après réfléchir sur l'offre éditoriale. On peut dire, bon, je vais lancer un média, nous on va faire abonnement, nous là on va faire abonnement, d'accord, nous on va faire abonnement. Et puis, on a choisi le modèle économique. Et puis quand on commence l'activité, eh bien, Je pense que c'est la connexion Internet ne marche qui pas a parce dit. que, OK, ben, dans les cas où parfait. ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas dans certains cas parce que l'offre éditoriale ne correspond pas au contenu. Prenez Jeune Afrique. Vous pensez que Jeune Afrique, son modèle d'abonnement en ligne ne marche pas? Ça marche. Et même le monde aujourd'hui, je vois des publicités sur Google qui proposent des abonnements en Côte d'Ivoire à 3 000 francs par mois, payant par Orange Money. Oui. Le monde aussi, 3 500 à peu près, 3 500 par mois. Ou bien je ne sais plus, par semaine, ça doit être par semaine. Non, ce n'est pas par mois, par semaine, par semaine. Par semaine, 3 500 francs par semaine, payant par mobile money. Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a leur contenu d'abord est vendable. Et puis en plus, ils sont d'un environnement, ils s'adaptent à l'environnement. Pourquoi en France, les abonnements ne se font pas par mobile money et que ça se fait par carte bancaire? En Afrique, s'ils doivent transposer ça machinalement, ils vont venir faire aussi par carte bancaire. Ils vont se heurter à un problème technologique. Oui, Donc, aussi ils se on fait sont peu de adaptés, bancarisation. exactement, ils se sont adaptés à ce qui marche ici, c'est les paiements en ligne, le mobile money. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, ça ne marche pas aussi. C'est vrai, il y a le contenu, mais ce n'était pas, il y a une dizaine d'années, d'années, le marché n'était pas encore mûr. J'en ai fait l'expérience. J'ai une expérience assez factuelle et plus en plus dans plusieurs pays. Donc, je suis un peu à l'aise sur ça. Ce ne sont pas des connaissances livrées, et tout ça. Ce sont des échecs que j'ai essuyés. D'accord? Donc, il y a une dizaine d'années, par exemple, le marché n'était pas mûr. Quand j'ai commencé la vente de l'information en ligne, ici en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de Alerte Info, la culture de l'achat de l'information en ligne, c'est une culture. On a la culture de l'achat de l'information du papier, mais on n'a pas la culture de l'achat de l'information en ligne. C'est une Oui, donnée qu'il faut prendre en compte. Cette culture de l'achat de l'information en ligne, ou bien même cette culture d'achat en ligne tout court, laissons de côté la culture d'achat de l'information en ligne. Parlons tout court de la culture d'achat en ligne, tout court, peu importe. Qu'est-ce qui a favorisé la culture de l'achat en ligne tout court? Ce sont, dans nos pays, là, les VTC. C'est vrai, c'est récent, mais c'est beaucoup plus les, les entreprises de livraison, pour ne pas les citer. Ce sont les entreprises de livraison, en réalité, qui ont accéléré un tout petit peu la culture de l'achat en ligne, tout court. Sinon, avant, tout le monde se méfiait. Est-ce que c'est sur les arnaqueurs et tout ça, machin? Il y avait ce frein-là. Mais aujourd'hui, tout cela ont permis d'accélérer cela. Et maintenant, l'achat en ligne est rentré dans les mœurs.
on achète presque tout en ligne, on se fait livrer tout en ligne. Et donc, la culture de l'achat de l'information en ligne est devenue aussi presque naturelle. C'est ce qui fait que depuis ces 2 dernières années, Jeune Afrique et Le Monde, pour ne citer que ceux-là, viennent vendre leur contenu en Afrique en utilisant le mobile money. Mais c'est parce que leur contenu est vendable. À l'époque aussi, on n'avait pas la technologie pour vendre en ligne. Mais aujourd'hui, tout ça se met en place en fait. Donc, c'est vrai, il y a encore quelques écueils avec Internet, etc., etc. Mais les abonnements, c'est toujours pour une élite. Ce n'est pas pour le grand public. Il ne faut pas cibler le grand public pour des abonnements en matière d'information en ligne. Le grand public en ligne est habitué à la gratuité. Je vous donne un exemple en Côte d'Ivoire. Il y a 7 ans à peu près, en 2018, le journal en ligne Kwasi.com, que vous devez connaître, avec, bon, il a démarré en 2007. Kwasi.com a démarré en 2007-2008, par là. Et au bout de 10 ans, Kwasi.com a eu un succès éditorial fulgurant, vraiment fulgurant, ici en Côte d'Ivoire. Kwasi.com faisait partie des médias en ligne, les 4-5 médias en ligne, le top 5, dans le top 5 des médias en ligne, en termes d'audience, je parle en termes d'audience. Et donc, qu'est-ce que le promoteur fait? Grisé certainement par le succès éditorial, le promoteur lance une version payante à 750 francs par semaine ou par mois. C'est tout de suite, si vous allez sur le site de Kwasi.com, tout est encore là. Vous allez voir là-bas, abonnement, les tarifs sont là et tout ça. Au bout de 3 mois, il a déchanté. Ça a échoué. Et il est revenu à son modèle économique classique qui était la vente de contenu. Pourquoi ça a échoué? Ça a échoué parce que Kwasi.com avait déjà entamé, s'était déjà positionné en tant que média en ligne gratuit et avait son public qui était un public habitué à la gratuité. Et du jour au lendemain, vous venez leur demander de payer. Ils voulaient convertir en fait une partie de son public en public abonné payant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a dû déchanter, il a dû revoir ses ambitions et donc il est revenu à son modèle classique qui est de produire du contenu gratuit, accessible gratuitement et de faire de la publicité derrière. C'est tout. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le modèle de l'abonnement. Ça correspond, il faut que ça corresponde à une offre éditoriale et puis aussi il faut mettre en place tous les moyens, enfin le marketing derrière. Il y a aussi ça qui nous manque souvent. Il faut mettre en place le marketing. La télévision, elle n'était pas payante et tout. Mais Canal Plus nous a habitués au fait de payer. Mais est-ce qu'on ne paye pas? On paye parce qu'ils ont un contenu qui correspond au modèle économique de l'abonnement. Et quand souvent ils ne diffusent pas des rencontres sportives de haut niveau, les abonnés se plaignent et ils se désabonnent carrément. Voilà, donc si l'offre éditoriale ne correspond pas, on ne va pas payer. Avant qu'on ne termine, on reçoit énormément de questions. Il y a celle de Mbo, de la RDC. Il y a des partenaires des médias de la RDC qui ont demandé aux médias de créer des activités génératrices de revenus pour rendre des radios communautaires indépendantes. Est-ce que cette approche peut aider à pérenniser les médias? L'approche selon laquelle des partenaires demandent aux médias de créer des activités génératrices de revenus. Si ces activités-là, ici on est dans la diversification des revenus, on est dans la stratégie de la diversification. Mais cette stratégie de la diversification, comme je l'ai dit, ne peut pas se faire n'importe comment. On ne peut pas demander, par exemple, à une radio communautaire d'aller investir dans le maraîcher, par exemple, hein, pour faire de la tomate, pour faire du chou, pour faire de la salade et tout ça. Non. On ne peut pas demander à une radio communautaire de faire de l'élevage, de porc ou de poulet et tout ça. Ce n'est pas dans son cœur d'activité et ce n'est même pas connexe à son métier. Donc, ce que les radios peuvent faire,
c'est d'investir, c'est donc en fonction de la capacité stratégique de chaque radio. On ne peut pas donner une idée globale à toutes les radios pour dire investir comme ça. Une radio communautaire qui est dans le Kasaï n'a pas la même réalité qu'une radio communautaire qui est dans le Katanga ou qui est carrément à Kinshasa. C'est pas possible. Une radio qui est dans la zone de Kisangani, dans le nord là-bas, n'a pas la même réalité qu'une radio qui est dans le Kivu, par exemple. Donc, c'est selon notre environnement et notre capacité stratégique qu'on peut investir dans d'autres activités génératrices de revenus, mais connexes à notre cœur de métier. C'est vraiment très, très, très important, connexes à notre cœur de métier pour produire de l'argent. Aujourd'hui, enfin, même pas aujourd'hui, de façon générale, la culture d'entreprise est très faible dans nos entités. Nous avons des salariés, des collaborateurs et même des patrons qui se contentent de travailler mais qui ne produisent pas de l'argent. Moi, je répète tout le temps à mes collaborateurs, arrêtez de travailler maintenant, c'est bon. Produisez de l'argent. Travaillez en produisant de l'argent. On Et ne comment on fait travaille ça? plus, on ne peut plus travailler à l'aveugle. Il faut travailler tout ce qu'on doit. Je pense qu'on a un souci de connexion Internet. Il reviendra tout à l'heure. Ah, il est parti. OK, OK. on s'était perdu. Donc, on écrit un article et le diffuser, c'est travailler. C'est travailler. Mais écrire un article, le publier, faire le marketing de cet article pour que cet article génère du trafic, lequel trafic va être monétisé en argent, c'est travailler en produisant de l'argent. Ça veut dire que je ne vais plus écrire un article n'importe comment. Je vais écrire un article en ayant en tête que mon article doit être viral. Et si mon article est viral, la viralité de mon article va permettre à mon média d'être connu, d'avoir de la notoriété. Et cette notoriété-là va nous permettre d'avoir de l'argent. C'est comme ça que je vais en faire réfléchir. Donc, pour les radios communautaires de la RDC, les partenaires, ce que les partenaires demandent, c'est important, mais il ne faut pas se jeter dans la diversification, aller investir. On va vous donner un peu d'argent, bon, allez-y faire de l'élevage, allez-y faire de la culture maraîchère. Non. On regarde là où nous sommes. Si nous sommes la seule radio communautaire et que nous avons un savoir-faire avec lequel nous dormons, matin, midi et soir. Par exemple, on peut louer du matériel pour des cérémonies. C'est aussi, on peut investir dans du matériel pour les louer. On peut, ça, je dis ça comme ça à haute voix, pour dire qu'on reste dans notre domaine, on reste dans notre cœur de métier pour produire de l'argent. On a un savoir-faire en infographie, en habillage musical et tout ça. On met ce savoir-faire en infographie ou en habillage musical au service de la communauté de la zone où nous sommes pour avoir de l'argent. Donc, tout ça nous produit de l'argent plutôt que de s'asseoir pour attendre des revenus ou bien continuer à travailler juste pour avoir de l'audience ou bien enfin, se faire connaître. Voilà un La peu. question de Milo depuis l'Haïti, pourquoi les journalistes sont de mauvais managers? Les journalistes sont de mauvais managers parce qu'ils ne poussent pas le management. Parce qu'ils ne font pas ce que j'appelle le dépassement de fonction. Le dépassement de fonction est très important. Vous me voyez parler de toutes ces histoires-là. Je n'ai appris ça nulle part dans une école, hein, soit dit en Ah. passant. Hein? Je n'ai appris nulle part dans une école. Je suis même pas journaliste de formation. Et là encore, mais je ne suis pas un arnaqueur, attention. Je ne suis pas un usurpateur. Je suis linguiste de formation. J'ai un doctorat en linguistique. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai fait à l'école. Mais quand je suis devenu manager, entrepreneur des médias, le réflexe de survie m'a amené à m'intéresser au management, m'a amené à m'intéresser à la stratégie d'entreprise et de sorte à devenir, je dirais, un expert, je peux le dire, un expert en stratégie d'entreprise, à donc à dépasser ma fonction de journaliste. J'enseigne le journalisme,
j'ai un ouvrage que je suis en train de préparer sur le journalisme. Donc, je théorise aussi le journalisme. J'ai théorisé le journalisme, les genres journalistiques et puis l'écriture journalistique et tout ça. J'ai théorisé cela. Mais ça, c'est mon cœur de métier. Mais j'ai voulu d'abord écrire sur le management parce que pour moi, il fallait dépasser ma fonction en réalité. Donc, je ne suis pas resté journaliste. Les journalistes sont de mauvais managers parce qu'ils n'ont pas fait ce dépassement de fonction. Ils sont restés journalistes, blablateurs, éditorialistes et tout, beaux parleurs, avec la gouaille, mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas vivre un média. Ce qui fait vivre un média, c'est que vous êtes un manager. Je prends l'exemple du football, du sport, du football. Aujourd'hui, dans le football moderne, comme les gens aiment si bien le dire, et se plaisent à le dire, vous n'avez pas des joueurs à des postes clés. Pour ceux qui connaissent très bien le football, chaque numéro porté par un joueur correspond à un poste précis. Le numéro 5, c'est un libéro, c'est un défenseur. Il ne fait que défendre. Le numéro 10, c'est un créateur, c'est l'animateur du jeu. Le numéro 9, c'est un buteur de pure race qui ne fait que marquer des buts. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le gardien de but, c'est un gardien qui ne fait que... Il est numéro 1, il est dans sa cage. Ça n'existe plus. On demande à ces athlètes-là de dépasser leurs fonctions. Vous avez tous les attaquants qui défendent maintenant. Vous avez tous les défenseurs qui attaquent et qui marquent des buts. Vous avez des gardiens de but à qui on exige d'être très bon au pied. Un gardien de but, là, c'est quoi son matériel de travail? Il joue avec quoi? Le gardien de but. Avec les mains. Amen. Mais aujourd'hui, on leur demande d'être excellent au pied. Si tu es un très bon gardien de but avec tes mains, mon cher ami, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce qu'il faut être un bon relanceur. Il faut savoir supporter la pression des attaquants adverses quand on te fait une passe pour se dégager. Et pas n'importe comment. Donc, quand tu n'es pas bon au pied, et aussi les gardiens se transforment en buteurs. On le voit de plus en plus. À Ouais. la dernière minute, ils montent pour aller créer le surnom et marquer des buts. Est-ce qu'on refuse ces buts-là? Non. Ils font le dépassement de fonction. Ils font le dépassement. Et nous, journalistes, on veut rester journaliste, tout pédard, et on pense qu'avec ça, nos médias vont prospérer. Ce n'est pas possible. Il faut se former au management. Il faut se former à la stratégie d'entreprise. Parce que le management, c'est l'art de faire faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire, qu'ils finissent par faire, et puis ils en sont heureux. Ça, c'est une définition de Carlos Ghosn. Hein? Et Arsène Wenger dit, c'est l'art d'obtenir des autres ce qu'on pense pouvoir être victorieux. C'est un art. C'est un art, le management. Et donc, être journaliste ne peut jamais faire de nous automatiquement des managers. Il faut sortir de cette manière de penser et de dire qu'il suffit d'écrire de bons articles, j'ai un bon nom, j'ai une belle voix, j'ai une belle signature, ça suffit pour être un bon manager et ça suffit pour mener au succès un média. C'est faux. Comment tu vas tirer le meilleur de chaque collaborateur, c'est tout un art. Donc, je réponds à la question, c'est parce qu'il n'y a pas de dépassement de fonction. Et il faut dépasser sa fonction de journaliste pour être un bon manager. Monsieur Young, on a excédé l'heure. Est-ce qu'on peut encore prendre deux ou trois questions? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La question de Hector, il veut savoir s'il existerait ou bien s'il y aurait un modèle typique à un média donné. Parlons peut-être d'un média thématique. Quel serait le management qu'il faut mettre en place ou le business model? Pour les Hector, médias, il n'y a pas de modèle spécifique ou standard, comme j'ai eu à le dire dans la première partie, pour celles et ceux qui ont suivi. Euh, Pourquoi? Je prends l'exemple de l'hôpital. Nous allons tous à l'hôpital consulter les médecins. C'est carrément de la stratégie, hein. C'est la même méthode stratégique en fait. Le médecin ne va jamais vous regarder. Vous lui dites, vraiment, je n'ai pas dormi la nuit, je ne comprends pas, j'ai mal partout. Et puis vous regardez et puis il dit, bon, je vous prescris tel médicament, prenez 2 comprimés par jour, tel médicament, mais vous allez fuir pour le laisser. Parce que
Il vous regarde juste et puis il vous donne, et c'est-à-dire il ne fait même pas le diagnostic et puis vous prescrit des médicaments. Ou alors, il regarde juste votre faciès, votre physique. Ah bon, toi, tu es trop gros, donc ça veut dire que, bon, tu es, voilà, Tu es hein? obèse. Voilà, tu es obèse et donc, tant. Ou alors, toi, tu es trop maigre là, donc, écoute, voilà, on ne va pas te mettre sur tel traitement. Non. Si un médecin fait cela, c'est un mauvais médecin. Ce qu'il va faire, peu importe ta corpulence, ton physique, ton faciès, il va te faire un diagnostic méticuleux pour te proposer un traitement qui correspond à ton métabolisme, à ton corps, à ton physique. Parce que même quand tu as une insuffisance rénale et que tu souffres d'un palu, le médecin ne te prescrira pas le même médicament qu'à une personne qui n'a pas, qui n'a pas d'insuffisance rénale. Voilà, et c'est pareil, si vous êtes diabétique, le médecin ne vous prescrira pas le même médicament que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Donc, c'est selon votre stratégie, votre capacité stratégique, c'est-à-dire vos compétences et vos ressources, les 6 ressources. Quel est votre savoir-faire réellement et quelles sont les ressources dont vous disposez dans ce savoir-faire-là? Et pour ça, on fait une étude diagnostique de votre entité. On va diagnostiquer votre entité pour faire ressortir votre capacité stratégique. Et en ce moment-là, on va vous orienter pour vous dire quelle est la stratégie qui correspond le mieux à votre situation. Mais si je m'assois là et je dis comme ça de mon bureau de façon péremptoire, bon, pour les médias spécialisés, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est pareil pour le médecin qui regarde quelqu'un et lui prescrit des médicaments. Ça ne se fait pas en stratégie. Ça ne se fait pas. Donc, moi, je donne la piste aux confrères de chercher à connaître lui-même. Il n'a pas besoin voilà. Soit du temps passant, vous n'avez pas besoin d'un cabinet, vous n'avez pas besoin d'un consultant et tout ça. D'accord? Laissons ça à ceux qui ont l'argent. Nous, on n'a pas l'argent, on est dans la précarité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire un autodiagnostic de façon à faire ressortir quelle est ma compétence dans mon cœur de métier et quelles sont les ressources dont je dispose. Nous, à Alert Info, on a 3 grandes compétences. On sait faire les logiciels et les sites Internet, les applications mobiles. Ça fait 11 ans que j'ai créé ce département qui fonctionne très bien et qui est la vache à lait même de l'entreprise, en réalité. C'est la vache à lait de l'entreprise. Parce qu'on s'est vraiment investi dans un domaine qui n'est pas de notre cœur de métier, mais qui est connexe à notre activité. Parce que tout ce qui est site Internet, applications, logiciels et tout ça, de Alert Info, c'est fait à la maison ici. Ce n'est pas fait dehors. Donc, je ne dépense pas de l'argent pour ça. Et c'est plus pratique quand il y a des pannes, des soucis techniques, tout ça, ça se fait en 1 heure, en 30 minutes, parce que c'est en interne ici. Il y a 3 développeurs en temps plein à Alert Info. Donc, on a notre compétence là. On a aussi notre compétence, savoir-faire en journalisme. On s'est positionné comme un média indépendant, neutre, crédible, qui ne donne que des informations factuelles fiables et des informations écrites dans les normes du journalisme. Et puis, on se spécialise aussi en audiovisuel, dans les podcasts. Donc, on a au moins 3 savoir-faire. Donc, si moi, je dois conseiller à quelqu'un d'orienter son entreprise, c'est selon sa capacité stratégique. J'oriente Alert Info selon la capacité stratégique de ce que nous avons. Et même avant mars 2024, nos locaux, on avait des locaux dans des immeubles. Aujourd'hui, nous sommes dans une villa depuis mars et on a un petit jardin qu'on exploite autrement. Donc, je peux exploiter même ce jardin pour faire des petites conférences, ce que je ne pouvais pas me permettre avant. Donc, vous voyez que le fait de changer même et c'est ici que j'ai créé un studio d'enregistrement. Là où on était avant, il n'y avait pas de studio d'enregistrement. Parce qu'on a aujourd'hui la capacité stratégique de pouvoir avoir un studio d'enregistrement pour faire des podcasts à la fois en 4 murs et dans le jardin. Donc, j'exploite au mieux. Si on n'était pas dans cet environnement-là, je n'aurais pas fait ça. Par exemple, je n'aurais pas fait ça. Donc, quelqu'un qui a un local très grand, avec un effectif très réduit, je peux lui conseiller de faire du coworking
de faire de la formation, beaucoup de formation, beaucoup de formation, d'héberger des formations. Bon, soit même d'organiser des événements, mais aussi de faire de la formation dans les thématiques où nous sommes. Pas n'importe quelle formation. Le média spécialisé, si vous avez un siège qui peut accueillir une trentaine, une cinquantaine de personnes, mais il faut exploiter ça pour faire des formations dans la thématique dans laquelle vous êtes, etc., etc. Donc, voici un peu ce que je peux dire pour orienter le confrère. Il faut qu'il détermine par un autodiagnostic sa capacité stratégique pour pouvoir déterminer quelles ressources, de quelles ressources on dispose et puis de comment on peut les utiliser de façon efficiente. Voilà. Mes salutations, Docteur Yuan. Merci pour votre brillante et édifiante intervention. C'est Jafet Toko qui l'écrit, un des participants. Ma préoccupation, elle me fait un peu sourire. Comment faire pour échanger longuement et régulièrement avec vous alors que vous ne disposez pas de réseaux sociaux? Par là, je demande vos coordonnées. Il a partagé dans le PowerPoint et j'espère que voilà, il sera disponible, les coordonnées seront partagées avec vous à la fin de la session. Euh, une question de Facili qui revient encore. J'ai remarqué récemment aux États-Unis qu'il y a également une tendance à la baisse des abonnements au contenu média, ce qui est lié à la montée des plateformes de streaming, l'évolution des habitudes de consommation, la concurrence accrue de nouveaux acteurs émergents. Aujourd'hui, beaucoup se tournent vers la communauté avec des campagnes de levée de fonds ou la vente de produits dérivés. Est-ce que c'est une stratégie qui est explorable en Afrique et comment? Oui et non. Oui, parce que, et ça a déjà été fait ici, ça a déjà été fait ici. La stratégie qui consiste à vendre des produits dérivés et tout ça, ça a déjà été fait. Je vais donner l'exemple. Mais oui, parce qu'on peut, on peut faire ça ici. Non, parce qu'il faut éviter le copier-coller. Il faut éviter le copier-coller. J'aime bien dire qu'il faut faire du copier, adapter, coller. Il faut copier, il faut adapter avant de coller. Il ne faut pas faire copier-coller. Quand on fait copier-coller, on se perd un peu. On fait du copier, on adapte et puis on colle. Alors, ce qui s'est fait ici, par exemple, je donnerai le cas de Biche, qui est un journal humoristique qui est maintenant en déclin. Mais quand ce journal était dans ses moments de gloire, le journal pouvait faire un chiffre trimestriel d'affaires de 35 à 50 millions par trimestre, hein, s'il vous plaît, c'est un hebdomadaire. Ça, c'était il y a 10 ans à peu près. Et puis, ce journal a des personnages. Hein. Au fil des ans, ce journal a créé des personnages qui sont en fait entrés dans le mœurs des Ivoiriens. Ce journal a organisé euh, des spectacles d'humour. Ce journal a organisé des festivals. Ils organisent des festivals de dessin. Ce journal a organisé, a fait un partenariat avec un opérateur de vente de papier mouchoir à l'effigie des personnages de son média. Ce journal a même fait de l'audiovisuel avec des dessins animés. Si vous connaissez très bien l'histoire de Abla Pokou et tout ça qui passe Ouais. souvent sur Canal, c'est parti de là. C'est vrai, ils se sont séparés, hein. Ils se sont séparés, les deux associés, mais c'est parti de là. C'est parti de Biche qui avait créé ces personnages-là et qui était en train d'investir dans l'audiovisuel. Et donc, s'il y a les plateformes de streaming aujourd'hui qui marchent, c'est d'investir. Vous voyez qu'on parle du dessin des personnages de bandes dessinées, de caricatures à des séries de dessins animés. Vous voyez la progression et tout. Donc, mais c'est une adaptation. Si le journal papier ne marche plus, le dessin qu'on fait pour les caricatures, on vendait 35 millions par trimestre. Aujourd'hui, ils en vendent 2 ou 3 millions par trimestre, hein, en 10 ans. Vous voyez le gap. En 10 ans, ils ne sont pas passés de 35 millions de francs CFA par trimestre à autour de 3 millions. Donc, ils ont perdu qu'à 90%, 80% de leur chiffre d'affaires en 10 ans. Mais si, entre-temps,
on s'est adapté à ces nouvelles donnes-là, à investir dans ces nouvelles donnes. Et évidemment, on va donc générer des revenus. Mais ce qu'il ne faut pas penser, et je vais insister sur ça, c'est de penser que, bon, comme aujourd'hui le papier ne marche pas, je vais investir dans le numérique et puis au bout de 6 mois, au bout d'un an, je vais commencer à avoir de l'argent. Et quand je n'ai pas commencé à avoir de l'argent au bout d'un an, je suis découragé. Et puis je dis, ah, mais le numérique, ça ne donne pas. Ah, le numérique là, il n'y a rien dedans. Bon, depuis qu'on a planté EVA, et ça a donné en 2 mois ou en 3 mois. Depuis qu'on a investi, je ne sais pas moi, dans une plantation, dans une ferme même, ou bien dans l'élevage de bœufs, etc., hein, de bovins, et puis ça a donné au bout de 2 ans, de 3 ans. Non, c'est un long processus. Et donc, il ne faut pas penser qu'en investissant tout de suite dans des nouveautés, ça va rapporter de l'argent immédiatement. Je parlais tout à l'heure du service de développement de Alert Info. Je l'ai créé en 2013 avec 2 développeurs à l'époque. Et c'était parti de la frustration des enfin, des jeunes développeurs qui ne passaient que le temps à me doubler. Hein? Malgré ma bonne foi, bon, je sais que beaucoup d'entre nous se souviennent et ont vécu, nous tous on a vécu ça. Le mec, il vient, il prend ton argent et tout, et ton avance, il te dit qu'il va te livrer ton site internet en 3 semaines et au bout de 6 mois, tu continues de le poursuivre. Dans le meilleur des cas, il va te rembourser ton argent. Dans le pire des cas, tu vois quelqu'un d'autre et ça reste comme ça, il disparaît. Et face à cette frustration, j'ai dit, bon, assez, c'est assez. Je vais créer un service développement en interne. Mais comme je ne veux pas que ces développeurs soient des charges supplémentaires, ils vont faire le travail de Alert Info, mais on va chercher des clients pour leur donner. Et de 2013, c'est à partir de 2018-2019 qu'on a commencé à avoir de l'argent avec le service développement. Oui. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est la vache à lait. Ce n'est pas devenu la vache à lait du jour au lendemain. C'est devenu la vache à lait depuis 2020. Depuis 2020, chaque fois que l'entreprise est en difficulté, c'est le service de développement qui nous fait générer un peu de millions et qui nous permet de repartir. Mais pendant ce temps, le service de développement a été soutenu par les autres services qui existaient. La fourniture de contenu, la vente de contenu d'actualité. Les développeurs ont mangé l'argent, on va dire ça comme ça de façon triviale, du journalisme pendant des années. Et maintenant, ce sont les journalistes qui profitent un peu, hein, des ressources produites par le service de développement. Et c'est pareil, quand j'ai créé le service digital cette année, je ne m'attends pas à avoir de l'argent maintenant, non. Non. Je l'ai fait pour les 2, 3 prochaines, 5 prochaines années. Et je sais que dans 3 à 5 ans, les ressources qui vont être générées par le digital, ça sera encore la vache à lait de Alert Info. Et c'est ce qui va donc permettre à l'entreprise d'asseoir sa pérennité sur le long terme. Donc, on crée, on investit dans ces domaines-là par avance, mais il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas attendre le déclin pour y aller. Il faut y aller au moment où c'est encore opportun et où on a un peu de souffle ailleurs pour pouvoir tenir en attendant que les fruits donc, qui vont être produits par ces services-là puissent être, enfin, puissent générer de l'argent. Voici un peu ce que je peux dire dans ce domaine. Et oui, on peut le faire, on peut investir, on peut adapter ces modèles-là ici, mais il ne faut pas être naïf. Il faut s'attendre à des retours sur investissement dans 3 à 5 ans. Il faut être régulier. Au bout de 6 mois, 1 an, si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas abandonner. C'est normal d'ailleurs. Ce qui est intéressant au cours de ces sessions, Monsieur Yuan, c'est qu'il n'y a pas eu que de la théorie, il y a eu aussi des cas pratiques, des exemples pratiques et des exemples qui, pour illustrer en fait tout ce que vous avez dit depuis le début. Nous venons de passer banalement 2 heures, 1h52. C'est 2 heures, hein? C'est Ouais, 2 heures ouais. à parler de comment rendre viable son entreprise de presse, comment pérenniser son entreprise de presse. Je disais dans l'introduction que
c'est un sujet assez vaste, le management. Il y a plusieurs aspects dans le management et aujourd'hui, ce sera la première partie, peut-être une seconde partie pour parler les semaines qui viennent, pour parler de comment recruter des journalistes qui travaillent avec vous, comment gérer aussi ses émotions. Il y a des patrons qui sont impulsifs et qui vont vous licencier tout de suite parce que, bon, voilà, vous êtes en désaccord. Et comment gérer ce côté-là aussi, je pense que ce sera un aspect d'une autre session. Mais aujourd'hui, on va Je, s'arrêter ici. je vais même ajouter aussi, et je me ferai le plaisir de revenir pour OK. faire une session sur la prise de décision. C'est OK. très, 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 très important. La prise de Et décision en management. Oui, Et j'ai c'est suivi une de vos vidéos, des vidéos sur YouTube. Vous dites même que le management commence à partir de soi-même, qu'il faut se manager soi-même. Avant, moi, exactement. j'ai pas eu la chance comme Facili d'avoir le livre, mais je vais me le procurer peut-être avant la deuxième session, certainement. Se manager soi-même et ça sera vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir au cours d'une autre session si vous êtes disponible. Aujourd'hui, vous Bien avez sûr. dû laisser le cours pour venir. Ouais. Partager cette expérience avec les confrères. Et pour cela, en mon nom et au nom de tous ces confrères-là qui nous suivent, ces milliers de journalistes qui suivent le webinaire en direct dans le groupe privé du forum, nous vous disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce partage, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué en tout cas comment rendre pérenne son entreprise de presse. J'ai gardé ceci, il faut développer une marque. C'est un aspect qui m'a semblé très, 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 très important, développer une marque. Et quand on commence tout de suite, ce n'est pas de renflouer les caisses, de se faire des millions, se construire un peu et avoir surtout une vision. Merci. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Merci aussi à tous ces participants et ces participantes qui sont restés jusqu'à maintenant. Ce n'est pas évident avec les problèmes de connexion dans nos pays, les problèmes d'électricité qu'on coupe sans prévenir. Vous êtes aussi restés avec nous. Merci pour votre temps. Moi, je vous donnerai rendez-vous pour une autre session dans les semaines qui viennent. Mais la semaine qui vient, déjà, on aura une autre session, une session, non pas sur le management, mais avec le rédacteur en chef de Mongabé qui offre des opportunités aux confrères, des opportunités de formation, des opportunités de pitch aussi pour les médias. Donc, comment pitch, comment envoyer son pitch à médias, quels sont à Mongabé, quels sont les sujets que ce média-là accepte. Ce sera le jeudi prochain en live sur la page Facebook de Iginet. Merci encore, Monsieur Yuan. Merci. C'est moi qui vous Merci. remercie. Je Merci. vous envoie tout à l'heure le contenu du PowerPoint et vous pourrez partager ça tout le D'accord. monde. J'ai vu des confrères qui ont posé la question dans la boîte de chat pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce PowerPoint. Et aux confrères aussi qui demandent comment contacter M. Lyon sur les réseaux sociaux. Il y a son mail dans le PowerPoint, donc cette question-là, elle est répondue. Merci Merci à encore. vous. Merci et bonne fin Merci de à tous. journée. Au Bonne revoir. fin de journée. Merci beaucoup.